Moi, je trouve pas ça vilain. Qu'est-ce qu'il y aurait de vilain? C'est toi qui es vilain. Faut être vilain soi-même pour trouver tout vilain. Indépendant, alternatif, culte, fou, rare, inconnu, étrange, inclassable, provocant, incompris. Tout l'album a un son très épuré. Il y a un éclat qui montre leur grand professionnalisme. C'est ça qui donne aux chansons la force des tubes. Plus étrange que le paradis, c'est l'émission qui déterre des trésors et parfois quelques cadavres. Tu dois jamais critiquer les films. C'est la politique de la maison. Tu veux appliquer tes propres règles? Ouvre ton propre ciné. Salut à tous, bienvenue dans Plus étrange que le paradis, une émission un petit peu spéciale pour ce 57e numéro. On est confinés, on est chacun chez soi, mais on se retrouve quand même grâce à la magie d'Internet pour parler musique et cinéma ensemble. On va se faire une petite émission par webcam pour discuter de nos dernières découvertes musicales et cinématographiques. Je ne suis pas tout seul, heureusement, parce que parler tout seul face à sa webcam, c'est un petit peu la loose. Je suis avec Emric Emrock ce soir. Salut Emric. Salut Loïc, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah bien, ça va, merci. Confiné comme tout le monde. Dans ton hélicoptère? Allô, allô. On refait la carte au trésor ce soir. Allez, de quoi tu vas nous parler dans la carte au trésor? Je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'un petit diamant brut de jazz qui est sorti en 2016, qui s'appelle Black Focus, par le duo Youssef Kamal. Et ça voici le jazz. Yes. Très très bien. Moi, je vais enchaîner derrière toi pour un premier film ce soir. Je vais vous parler de Swallow, ma petite découverte de ce début d'année 2020. Un film oppressant, un film étrange qui parle d'un trouble alimentaire un petit peu particulier, mais je vous en dirai un peu plus tard. On enchaînera avec Élise. Salut Élise. Salut. Ça va toi? Moi, je vais vous parler un peu de... Bah oui, moi, ça va très bien pour le coup. D'habitude d'être confiné. Non. Non, je vais parler un peu de folk parce que c'est important de revenir un peu à la nature, même si on ne peut pas y avoir accès, vraiment. Donc, je vais parler de Marius You qui nous a sorti un album en 2007 chez Grassroots Records qui s'appelle Faces in the Box. Tu vas nous donner envie de gambader dans les prés. Oh oui. Nickel. On va partir loin. Et pour finir avec une nouvelle touche de cinéma, c'est Julien Jabat. Salut Julien. Bonsoir Loïc, ça va aussi de ton côté? Ça va, tranquillou. Bon, c'est cool. Moi, du coup, pendant le confinement, je me suis trouvé une passion pour le gainage. Donc, du coup, quoi de mieux que de vous parler d'un studio qui s'appelle Gainax. Je me dis, là, il y a un truc. Donc, je vais vous parler de la première réalisation de ce studio, qui est Les Ailes données Alizée en 1987. Le seul film qui est passé du statut de noble échec à film culte sans l'aide de l'Internet, parce qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Et le Minitel. Et c'est impeccable tout ça. Et il n'y a plus qu'à dérouler. Emric, je te laisse la parole. Allez, avec grand plaisir, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler de jazz et notamment la scène jazz mondiale qui se porte très bien en ce moment. Merci beaucoup pour elle. Donc, le jazz a influencé un siècle de musique là, et l'exemple le plus marquant reste le rap US des années 90 qui est allègrement pioché dans le patrimoine pour en extraire la substantifique moelle. Mais il y avait un petit côté musée derrière tout ça. On sanctifiait beaucoup, on mettait sur un piédestal un patrimoine. Et on a pu sentir un sentiment de renouveau dans les années 2000, notamment avec le pianiste Robert Glasper ou le trompettiste suisse Eric Truffaz, qui ont ouvert en grand les fenêtres de leur musique. Mais pour moi, ces dernières années, une partie de la scène jazz s'est vraiment affranchie du poids de l'héritage. La boucle est bouclée parce qu'un gars comme Kamasi Washington, par exemple, a fait énormément de bien à tout le monde, notamment avec ses collaborations avec Flying Lotus ou Kendrick Lamar. Et il a démontré que faire du jazz en 2015, 2016, 2017, ça pouvait être cool, tout en restant pointu et exigeant. Et le message a été clairement perçu en Grande-Bretagne, où une bande de petits jeunes a décidé dans son coin de mettre tout le monde d'accord. Donc Youssef Kamal, c'est le groupe éphémère de deux artistes qui se rencontrent dans le sud de Londres.
Youssef Days d'un côté, batteur prodige au toucher de baguette assez épileptique, et Kamal Williams, organiste aussi connu sous le pseudo Henry Wu lorsqu'il produit de la house. On l'a souvent vu passer à Lyon, notamment au Sucre ou au Nuit Sonore. Les deux hommes collaborent pour la première fois en 2015 lorsque Kamal Williams, faisant de plus en plus parler de lui en tant que producteur électro, est invité à enregistrer une boiler room. Il demande à Dice de l'accompagner avec un bassiste et alors là, la magie opère direct. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur YouTube, on retrouve les ébauches de certains morceaux qui se retrouvent sur cet album, mais surtout une évidence que ça ne pouvait pas s'arrêter là. À eux deux, ils concoctent une musique basée sur l'improvisation, largement inspirée du jazz-funk des années 70, mixée aux basses des clubs londoniens. Il en résulte une friandise créatrice qui s'adresse autant aux jambes qu'à la tête. Le dialogue entre la rythmique et la batterie et la souplesse des claviers opère à merveille. Signé sur le label Brownswood Recordings de l'immense défricheur Jill Peterson, qui a très vite compris le potentiel de cette union. La recette de l'album est simple. Break de batterie, nappe de Fender Rhodes, basse groovy et quelques soupçons de guitare électrique. Pour ce faire, ils s'entourent de leurs potes qui font la nouvelle scène londonienne. On retrouve notamment pour leur prêter main forte Mansour Brown ou Shabaka Hutchins, eux aussi agitateurs de talent. Et dans la grande tradition de jazz, une grande partie de cet album est enregistrée en prise directe et jouée en impro sur des thèmes écrits à l'avance. Ce sentiment de liberté de musicien se ressent tout au long de l'écoute. Depuis cet effort, chacun a repris son chemin. Kamal Williams a sorti en 2018 son premier album solo qui s'appelle The Return, dans la même veine que ce Black Focus. Et Youssef Days a sorti il y a quelques jours un album avec Tom Misch et sur le prestigieux label Blue Note, où il prend encore un angle dans son style et dans sa carrière musicale. Un peu plus funk. Bien qu'éphémère, Pardon ? Cet album avec Tom Misch, là, il est sur quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Bien qu'éphémère, cette association a permis de mettre un coup de projecteur sur une multitude de jeunes artistes londoniens qui, ces dernières années, ont brisé les murs entre jazz, hip-hop, funk et afrobeat. Voilà, messieurs. Après cette belle présentation, qu'est-ce que tu veux nous faire écouter, Aymeric ? Eh bien, je voulais vous proposer Lowrider, qui est un morceau qui synthétise un peu justement tout l'album et qui est un peu plus up-tempo que le reste. Impeccable. On s'écoute tout de suite Lowrider de Youssef Kamal.
C'était Youssef Kamal avec le morceau Lowrider sur cet album que tu nous proposes, Aymeric. On va demander un petit peu l'avis de nos compères sur savoir ce qu'ils en ont pensé un petit peu. Eh ben, allez, Élise, lance-toi. Alors, je vais être un peu méchante, mais Ah, t'as adoré. je suis pas. Et voilà, c'est ça, j'allais le dire. Alors, au début, moi, j'avais marqué que la musique d'ascenseur, c'est sympa, mais j'aime pas l'ascenseur. Enfin, j'en ai pas surtout. Donc, ça me frustre un peu. Mais en vrai, j'exagère. Ah oui, parce que si J'ai t'as pas bien saisi. d'ascenseur. Bah ouais, déjà, je suis. Voilà. Mais j'ai bien saisi la technique des musiciens, mais il n'y a absolument rien à dire. C'est léché, c'est chouette. Mais c'est typiquement le genre de musique qui me fout pas les poils et du coup, il se passe rien en fait quand j'écoute. Donc, au mieux, ça passe bien en fond sonore, tu vois, en buvant un cocktail, quand on pourra y retourner dans les bars. Mais pour l'instant, chez moi, ça. Rien. Je te rassure, Élise, à chaque fois que je mets ce disque chez moi, ma femme me dit « Tu peux changer, s'il te plaît ?» Ah bah, voilà, une femme de goût. C'est pas du goût de tout le monde. Je comprends un peu ce que tu veux dire, Élise. C'est pas de prime abord, c'est pas la musique qui enjaille le plus de la terre, et ça manque parfois de nuances, d'envolées. Enfin, c'est très linéaire finalement. Et ce qui est étonnant vu la technicité en tant que batteur de Kamal, mais ça reste un truc. En fait, cette scène est passionnante, je trouve. Cette scène londonienne, néo-jazz, effectivement, il y a plein de gens qui en sont sortis. Moi, je suis pareil, je suis un peu mitigé sur cet album-là en particulier ou sur ce projet-là en particulier, où ça me réjouit pas plus que ça. Mais par contre, j'ai trouvé dans les projets de Daze pas mal de trucs qui me plaisent en revanche. Et je connaissais déjà pas mal ce qu'il avait fait, notamment le truc avec Tom Misch là, que je trouve excellent, ce qu'il a sorti, parce que beaucoup plus rafraîchissant. Mais là, sur le projet que tu nous as proposé, les morceaux de 8-9 minutes où la batterie pardon, est en avant tout le long, moi, ça a tendance à me faire chier aussi un peu. Voilà. Ouais. Après, Alors, je suis persuadé que cet album, c'était un prétexte à servir ce qui suivait sur scène, quoi. ouais. Parce que malgré tout, tous les acteurs là, ils font la tournée comme je disais tout à l'heure, à Lyon, on les voit au Sucre, on les voit aux Nuits Sonores. C'est vraiment de la musique de live. Et quand tu dis que ça fait pas bouger les gens, là pour le coup, je pense qu'en live, il doit y avoir des scènes de gens qui laissent des traces au plafond. Dans cette scène, tu citais Kamasi Washington, mais il y a aussi les Kokoroko ou des choses comme ça qui sont il y en a extrêmement plein, en fait. Un vrai mouvement, quoi. et dansants et qui mettent la pêche sur scène. Cet album-là, au niveau de la pêche, c'est pas le plus représentatif. Mais il y a quand même un ou deux titres, vous avez noté Lowrider et tout, où là, la section rythmique reprend un peu une place plus pop, c'est-à-dire vraiment un format voilà, en retrait des lignes mélodiques et qui sont vachement plus cool et dansants dans le projet-là. Quand tu dis Lowrider, je suis d'accord avec toi sur la rythmique, parce qu'en fait, on retrouve des grosses lignes de basse qui ont fait les heures des tubes de Jamiroquai dedans. Enfin, tu vois, tu te figures. Non, mais juste, clairement, je te parle juste sur la composition du morceau, quoi. Mais c'est pas, voilà, après, tu t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'ai un pote mon pote qui est bassiste dans un groupe de death metal, il a appris à jouer de la basse en écoutant Jamiroquai, quoi. Donc, tu vois, ça a forgé une génération, hein, ça c'est clair. Tout à fait. Ouais, mais voilà. Après, moi, j'ai bien retrouvé le côté impro que tu disais, vraiment sur deux morceaux. Le premier, c'est vrai que c'est un morceau qui fait 8 minutes, c'est Joint 17. Je trouve que moi, le dernier, quoi. J'ai vraiment ressenti ce que tu as dit, dans le sens où on a un échange entre le piano et la batterie, ou l'inverse. Enfin, tu sais pas lequel parle à l'autre, mais j'ai trouvé ça super sympa. Après, j'ai trouvé ça dommage. Enfin, le morceau était un peu long parce que tu as 2 dernières minutes où tu sais pas ce qui se passe, ils se mettent à parler. Enfin, et du coup, ça casse l'intensité du morceau. Et aussi, à l'inverse, là, tu avais le morceau sur Mansour's Message
où là, tu sens qu'ils partent en impro, mais tu sais pas trop où ils veulent aller, quoi. Et le morceau est pas trop long, mais bon, c'était un peu trop expérimental. Mais moi, j'ai bien adoré, enfin, j'ai bien aimé. C'était la petite pause, c'est sur Yo Chavez. T'as une ambiance calfeutrée et suave qui se dégage. Ouais, tout à fait. Moi, je me suis figuré, tu vois, les notes de piano comme des gouttes, un petit peu de la rosée, tu vois, qui se posaient sur des fleurs d'Edelweiss, quoi. Donc, tu vois, pour moi, je me suis imaginé ça. Donc, Quel poète. mais voilà, donc du coup, tu peux t'écouter cet album pour te mettre de bonne humeur le matin ou si tu vas faire un trek dans les Alpes pour chercher des Edelweiss. Voilà. Mais en tout cas, l'importance de découvrir, puisqu'on est là pour donner aux gens envie de faire des découvertes musicales, l'importance de découvrir cette scène, de découvrir un petit peu les artistes qui la composent, elle n'est pas discutable à mon sens, hein, c'est mon avis, mais il faut aller y jeter une oreille. Peut-être pas commencer par l'album Black Focus de Youssef Kamal, mais c'est le niveau au-dessus, tu vois, là c'est le level. Ouais. C'est pas un level. Non, mais c'est vrai que pour le coup, il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts, parce que c'est une scène qui est bouillonnante, où tout le monde a la vingtaine et il n'y a que des talents, et que ce soit Alpha Mist, que ce soit les deux protagonistes, là, parce que même Henry Wu, donc sous son pseudo Henry Wu en house, il mélange assez bien le clavier qu'on va retrouver sur un Black Focus avec des rythmiques house. Ça va dans tous les sens et vraiment, ça bouge bien, quoi. Ça bouge dans le bon sens, en tout cas. Ça bouge, mais sur des mesures à 15 temps, quoi. Eh bien, merci, Aymeric. On va enchaîner avec un deuxième sujet que je vous propose de mon côté, et un sujet cinéma. J'avais très, très envie de vous parler de Swallow, le film de Carlo Mirabella Davis qui est sorti en France en janvier de cette année. Alors, on a pour habitude de parler de films et d'albums dans Plus étrange que le paradis que vous pouvez vous procurer, vous qui nous écoutez. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt de vous donner envie de les voir, de les entendre. Là, j'ai pas pu tenir plus longtemps pour vous le présenter, mais il sera dispo que en VOD le mois prochain, en juin. Alors, mettez-le soigneusement dans votre wishlist de films à voir absolument et prenez votre mal en patience pour encore quelques semaines. Swallow, c'est le premier long métrage donc, de l'américain Carlo Mirabella Davis, assez jeune hein, pour une œuvre aussi aboutie. Et il a 39 ans, je crois, ou il avait 39 ans quand il l'a tourné. Et pour ce premier film, il est allé puiser dans les histoires familiales, celle de sa grand-mère, qui, dans les années 50, était une femme au foyer modèle, malheureuse dans son mariage, en bref, la norme des femmes des années 50. Et dans ce malheur domestique, elle a développé des troubles psychologiques et alimentaires assez hors du commun. Donc, Swallow, même si la bande-annonce tente de maintenir un certain suspense, ça parle d'un syndrome assez peu connu qui s'appelle la maladie de Pica, la maladie de la pie en latin, qui consiste à ressentir un besoin irrépressible d'ingérer des objets non comestibles. Donc, sur la page Wikipédia de la maladie de Pica, on cite principalement des matières comme la terre, la craie, le sable, le papier ou encore les cendres de cigarettes. Voilà. Ah, quelle bonne idée. Donc, le film s'articule à 100% autour du personnage de Hunter, une jeune fille venue d'un milieu modeste qui a épousé par chance ou pas Richie, un fils de notable. Belle maison, belle voiture, soirée de gala, tout le tralala. Elle vit la vie rêvée selon les normes. Mais alors qu'elle tombe enceinte du premier héritier de la famille, elle développe cet étrange trouble alimentaire. Ça commence comme un jeu pour tuer le temps qu'elle passe seule dans sa grande maison. Et puis l'adrénaline, le sentiment de complétion la pousse à repousser ses limites digestives jusqu'à l'autodestruction. Donc le choix du thème du film est très très courageux à mon sens, très étonnant, mais il est à la fois aussi socialement très puissant. C'est un film pour moi politique, un film de lutte des classes qui métaphorise la violence de l'argent, un peu comme l'a été dernièrement Parasite de Bong Joon-ho. C'est aussi un film féministe, même si réalisé par un homme. On traverse cette histoire en collant à 100% à la psyché de Hunter, l'héroïne. Il n'y a pas une scène dans laquelle elle ne figure pas, et ce qui nous permet de spéculer avec elle sur les intentions des autres à son égard. On rentre un petit peu dans sa névrose, dans sa psychose.
Et tout en peignant un portrait de la femme américaine, de Rotary Club, de bourgeoise parvenue, et puis de ce modèle de vertu, de pureté, de candeur que représente Hunter, qui va être catapulté dans cet univers. Mirabella Davis aborde des thématiques extrêmement lourdes comme la maltraitance conjugale, la parentalité non désirée, le viol, et en filigrane la question du droit à l'avortement, qui est toujours pas résolue pour l'Amérique puritaine. Donc voilà, Swallow, c'est une énorme claque de ce début d'année, tout en finesse et en sobriété, dans des décors verdoyants de l'upstate new-yorkais, mais qui, sous la surface, cachent le malaise et la pourriture. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, étant fan de cinéma de genre, d'horreur, de bis, etc. C'est comment des récits fantastiques traduisent par des images des états un petit peu obscurs de notre psyché, de notre mental. Et là, dans Swallow, je trouve que c'est assez magique parce qu'on a un phénomène qui est médical, réel, qui existe, qui est tangible, mais qui rend compte de manière quasi horrifique des marécages terribles que peuvent être nos esprits. Et c'est aussi pour ça que je trouve ce film à la fois beau et troublant. Je regrette que Denis D2G ne soit pas avec nous pour cette émission parce qu'à l'époque où on grattait des scénarios ensemble, on discutait beaucoup de ça, en fan de David Cronenberg et de body horror qu'on est tous les deux et que vous êtes un peu aussi. On aime beaucoup ce genre de cinéma-là. Voilà, donc Swallow, c'est à voir pour les gens qui aiment bien se faire un petit peu du mal. On va s'écouter Alana York avec le morceau Anthem présent sur la BO du film Swallow. I've been watching, I've been wondering, we've been saving up, we've been growing up, and how many friends have we lost along the way? They are still in this world, but not living the same. And we'll hold to our dreams, we won't give them away. We'll just try and we'll try and we'll try and we'll try and again. We'll just keep on singing love. Tell you how we're strong enough, how we weak enough, 'cause all that we want is to love along the way. There are times in this life when our change. We're not asking for much, and we won't go away. We'll just try and we'll try and we'll try and we'll try and again. We'll just keep on singing love, 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 I've learned some things. Stay healthy. Be with the ones you love. Do the things you love.
C'était Alana York avec le morceau Anthem, donc sur la BO de ce film dont on parle tous les 4 ce soir. Alors, Swallow, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je donne la parole à Julien. Écoute, ouais, moi tout d'abord, comme tu le disais, l'image est belle. Tu as une photo dans ce film qui laisse rien au hasard. Le film, il est léché, cadré. Le fond du film n'est pas nouveau, mais c'est la manière de l'amener qui l'est. Franchement, je trouve ça audacieux de traiter ce sujet-là. Il y a dans les thématiques que tu n'as pas citées et que moi, que j'ai vu en... Salut, on salue au passage. Toutes mes excuses. Non, mais C'est un petit caméo. C'est partie des joies du téléconfinement, hein, voilà. Hein. Je suis sûr que ton chat, c'est un drogué aussi, parce que ce film, en parabole, il y a une thématique sur l'addiction, l'enfermement et l'exclusion que ça provoque, quoi. Et vraiment, tu vois, moi, il y a des trucs où, tu vois, comme tu le précises, il y a tout le côté, en fait, du jeu, du challenge, voilà, pour essayer de se sortir un petit peu de son quotidien qui est horrible, quoi. C'est vraiment une femme... c'est le cliché de la femme au foyer, sois belle et tais-toi, et voilà. Et tu sens, voilà, limite, elle planque ses trucs dans les toilettes, tu vois, et tout ce que ça implique. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi un degré de lecture là-dessus qui traite de cette addiction, quoi. C'était beau, et il y a tout ce que tu as dit aussi. Et je m'étais pas renseigné sur le film, et tu vois, le film sentait le premier film, tu vois, pas dans le fait que... il essaie de caser un maximum de trucs, mais par la sincérité du message qu'il essayait de faire passer, tu sens que c'était un truc qu'il voulait vraiment exorciser, et c'est beau. Et c'est pas pour paraître sexiste ou quoi, ok, mais c'est vrai que le film, j'ai imaginé que c'était un film traité qui avait été fait par une femme, tu vois, sans avoir vu le nom du réal, parce que ça C'est un reprend film tellement. très féminin. Alors, Ouais, la productrice est une femme, c'est produit par une femme. L'actrice principale est à la production aussi. Elle a investi un petit peu d'argent dedans, Hayley Bennett. Hayley Bennett, ouais. Et puis, il y a une directrice de la photo aussi. L'image est faite par une femme. Donc, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas que le réalisateur sur un film, mais c'est vraiment un film de femme. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi chouette, c'est le film, il fait pas 2 heures, quoi. Il traite le sujet, il s'étire pas, et franchement, le format est juste bon, quoi. Donc ouais, moi je peux que recommander, quoi. Impeccable. Élise? Je serais un peu plus mesurée sur le propos. En soi, l'actrice, je la trouve géniale dans son rôle. T'as vraiment envie de la secouer tellement elle a l'air déconnectée de son corps, ou en tout cas déconnectée de son quotidien, en tout cas. Et je trouve qu'elle joue vraiment très très bien. Il y a des plans, comme ça a déjà été dit, qui sont vraiment très très beaux, très bien filmés. Et pour moi, pour le coup, c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un premier film, pour le coup. Je l'ai trouvé très bien fini, très bien monté. Le seul truc que j'ai trouvé, après c'est ma lecture un peu basique du film, mais que j'ai trouvé un peu dommage, c'est l'espèce de résolution à la fin, voilà, qui est censée nous expliquer pourquoi le personnage principal se met d'un coup à avaler tout ce qu'elle trouve, en fait. Et j'ai trouvé ça un peu convenu, sans vouloir dévoiler la fin du film. On va pas spoiler. J'ai trouvé ça un peu convenu. Ouais, voilà. Ça rend le film un peu vain au final, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Elle m'a laissé sur ma faim pour le coup, même si ce qu'elle a bouffé pendant tout le film m'a pas donné envie. Mais voilà. Je comprends ce que tu veux dire. C'est à double tranchant, en fait, parce que c'est cette résolution et c'est cette chute qui fait aussi toute la portée un peu politique du film. C'est ce qui fait que c'est aussi un parti pris assez fort, un film engagé, on va dire. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi, où ça casse un petit peu le mystère et la magie. Je pensais que ça pouvait aller plus loin, en fait, d'un côté. Là, c'était un petit peu simplé comme finale, et d'un coup, j'ai fait merde. Je m'attendais à un truc plus spectaculaire, en fait. Je comprends. En tout cas. Je comprends. Moi, après, je trouve que le film est saupoudré comme ça de justification. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi sur son histoire familiale à elle. Une scène assez incroyable où elle va confronter un agresseur, on va dire. Et franchement, pour moi, ça fait partie un petit peu de justement le mélange des genres que tu peux trouver dans ce film.
qui fait que c'est un film aussi intéressant. Mais je comprends que ça puisse décevoir par ailleurs. Aymeric, t'en penses quoi, toi? Alors moi, je suis également un peu mitigé, mais pas pour les mêmes raisons que Élise. En fait, il y a une moitié du film, pas dans son ensemble, hein, mais il y a tout un pan du film qui me plaît énormément. La photographie, effectivement, c'est magnifique. La façon dont le personnage d'Hunter est travaillé, il est vraiment au millimètre, il est bien fouillé, il va très loin. Donc tout ce pan-là me plaît énormément. Ce qui me gêne, c'est la contrepartie qui est mise en face. C'est-à-dire que face à un personnage hyper travaillé, on se retrouve avec des caricatures de famille. C'est-à-dire que le mari, on ne peut pas être plus caricatural. Il ne s'intéresse absolument pas à sa femme alors qu'ils sont jeunes mariés. Il n'en a rien à cirer. Il pense qu'à l'argent à outrance. Le seul intérêt pour lui, c'est de lui faire un enfant. Il a une belle famille. Alors qu'ils sont mariés, sa belle-mère demande à Hunter qu'est-ce que tu faisais avant? Qui sont tes parents? Ils se connaissent pas du tout. Ouais. Ils se connaissent pas. Et Ouais. du coup, toute cette partie-là, pour moi, c'est vraiment caricatural. Le côté où on achète le psy pour savoir ce qu'elle peut penser. Enfin, c'est vraiment. C'est pas à l'égal du travail qui a été mis sur le personnage d'Hunter, qui lui est vraiment hyper bien fouillé, quoi. Et donc, il est déséquilibré, ce film, pour moi. Il y a une partie du film vraiment que j'ai adoré. Et tu vois, pour le coup, la fin, elle m'a pas vraiment, elle m'a pas dérangé parce qu'elle était dans une logique et dans une linéarité, justement. Enfin, elle prend un peu son envol. Mais il y a ce côté où t'as pas de répondant t'as pas de répondant au niveau des personnages, au niveau de la texture des personnages. Tout le mari et la belle famille, pour moi, ils sont creux en fait. Ils ne sont que caricaturaux. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de renvoyer en face du lourd, quoi. Pour moi, ça s'explique par le fait qu'on cherche à coller au personnage de Hunter tout le long du film, qu'on reste uniquement avec elle. Donc, forcément, difficile de creuser les autres personnages. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une partie des actions des autres personnages qui sont caricaturales et qui envoient des signaux lourds de on est bourgeois, on met la poussière sous le tapis, on dit mais on ne dit pas, enfin on planque les affaires. Enfin voilà, ça c'est une chose. Mais en même temps, ça permet aussi de se mettre dans la paranoïa, ce que je disais sur le fait de ne pas savoir, en fait, si on avait des scènes extérieures qui auraient pu permettre de développer les personnages du mari, de la belle famille et tout, on aurait dit soit elle est folle et donc ils agissent en conséquence pour la contraindre, la traiter de force, soit ils sont malveillants et du coup elle a raison et elle doit se barrer de là, et là on est dans un film de séquestration presque. Et là où je trouve le film pas si caricatural et pas si idiot que ça là-dessus, c'est que en restant collé avec elle, on n'a pas vraiment toutes les intentions des autres personnages, et donc on peut se faire une idée là-dessus sur la base de quelques phrases, sur la base de quelques actions, se dire est-ce qu'ils sont vraiment malveillants ou est-ce qu'elle est vraiment… Enfin, tu vois, ça maintient une espèce de trouble. D'ambiguïté. Mais ce que tu es en train de dire, tu vois, justement, je trouve que c'est assez bien amené au moment où… excuse-moi, il y a un petit spoil, mais au moment où ils décident de l'interner, parce que justement, jusqu'alors, on trouvait qu'il y avait un côté séquestration, et comme elle continue, tu dis non, mais en fait, c'est pour elle. C'est pas que pour l'enfant, c'est pour sa santé à elle. D'ailleurs, les scènes où elle avale, notamment les premières scènes là, où elle choisit d'avaler quelque chose d'assez pointu, elles sont folles ces scènes-là. Elles font mal au bide. Hein. Elles font assez mal au bide. Et du coup, je trouve que il y a cette ambiguïté où d'un coup tu passes d'un camp à l'autre, où dans un premier temps tu la sens séquestrée, mais en fait tu vois que c'est aussi pour que, enfin, tu te mets à leur place, tu dis la meuf elle commence à avaler tout ce qui traîne, c'est aussi lui rendre service, ou en tout cas c'est pour sa santé qu'ils interviennent. Donc cette partie-là elle est bien traitée, mais malgré tout je trouve que apporter un peu plus d'épaisseur au personnage n'aurait pas desservi le film. C'est vrai, ça se tient.
Eh ben, écoutez, plus que quelques semaines avant de pouvoir vous faire votre propre avis, donc allez checker Swallow dès début juin. Et dites-nous en commentaire tout ça sur les internets, ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté. Élise, tu vas nous parler un petit peu de musique. Ben oui. Folk. Dis-nous tout. Mais oui, il est temps de revenir un peu à l'essentiel en ces temps de confinement, à la nature, donc, à laquelle on n'a pas accès vraiment. Mais avec ce chouette album de Mary Sue, Faces in the Rocks, c'est possible, puisqu'on a un peu de folk sur fond d'héritage indien d'Amérique. Alors, tout un programme, mais attention, c'est pas non plus le truc un peu cliché qu'on va te vendre sur les places des marchés non plus. Hein. Oh, Euh, non. Bah ouais, bon, il y a un petit peu de flûte indienne, ok. Mais, mais c'est pas kitschou comme ça. Maria Sue, en vrai, elle est née d'un savant alliage entre un papa hongrois et polonais et d'une maman native américaine. Donc, tout naturellement, elle mêle un peu tout ça dans ce premier album que je trouve savoureux au possible. Papa fait de la mandoline sur l'album et les racines indiennes de maman se retrouvent dans les arrangements et les instruments utilisés par petites touches subtiles, mais jamais superflues. Donc des flûtes indiennes, les percussions un peu primitives, tout ça, tout ça. Donc c'est doux, c'est simple, ou en tout cas ça semble l'être, et ça t'emmène dans un chouette voyage en pleine nature dans les forêts d'Amérique pendant 8 morceaux plutôt longs, donc c'était un peu compliqué d'en choisir une pour cette émission, puisque l'album durait un peu moins d'1 heure, donc pour 8 morceaux c'est pas mal. Hein. J'ai pas envie d'en dire plus non plus sur cet album, je trouve qu'il faut vraiment aller juste l'écouter et se laisser séduire par le produit, si je puis dire. Perso, j'ai tendance vraiment à partir de loin à chaque écoute, tout en restant chez moi, donc c'est un peu l'avantage du confinement. C'est un peu... Je pense que les orchestrations sont beaucoup responsables de ça, évidemment, mais il y a aussi la voix de Maria Sue qui est vraiment chaleureuse et vaporeuse à la fois, qui vient rajouter un peu à l'ambiance générale de l'album. Donc, si t'en as marre, enfin, si vous en avez marre même de rester chez vous et si vous avez envie de partir loin sans bouger de votre canapé, c'est le moment d'appuyer sur play et de lancer ce disque et de fermer les yeux et de se laisser ensorceler par la voix magnifique de Maria Sue et peut-être que vous verrez des pierres, des visages sur les pierres que vous croiserez. Ou pas, peut-être. Tu nous as choisi un morceau ? À voir. Ouais, du coup, je vais vous présenter Wizard Flurry Home, un des plus courts de l'album, si je puis dire. Il fait un peu plus de 5 minutes. Mais il est très, très chouette et il y a de la flûte. Voilà. Eh ben, on s'écoute ça tout de suite. 1, 2, 3, 4. Dance, dance, snow.
snow. Oh, angel pillows freeze or dance into snow. Oh, angel pillows freezing or dance into snow. Angel pillows. C'était Wizard Flurry Home de Marie Sue sur l'album Faces on the Rock que nous présente Élise ce soir, et on va faire un petit tour de table histoire de prendre la température après ce morceau. Alors vous en avez pensé quoi les gars? Julien, vas-y. Ouais, bah écoute, moi je dois te remercier pour ce petit voyage, une guitare folk, voire psyché. Je trouvais que la voix de Marie Sue était à la fois douce et rassurante. Je suis sûr que si elle te glisse un message subliminal du style Tu dois acheter des choux à pic, bah tu vas juste avoir envie d'acheter des choux à pic, tu vois. Mais voilà, je te remercie parce que du coup cet album m'a fait reconnecter avec mes animaux totems. Donc je me suis trouvé des affinités avec le taureau, le chat et le hibou. Tu vois, voilà. Écoute. Voilà. Dans les pistes que j'ai bien aimées, bah, il y avait la chanson qu'on a écoutée, c'était Wizard Flurry Home et Buried in Teeth, bah, qui sont les deux premières dans l'album. Après, pour les 6 pistes suivantes, bah, moi j'ai juste eu un peu l'impression de réécouter les deux premières réarrangées différemment. Tu vois. C'est un peu Donc, ça. moi, non, mais c'est mon avis. Après, je trouvais, comme tu dis, bah, des fois c'est des pistes qui sont un peu longues, donc voilà, tu te demandes. Enfin, moi sur les suivantes, je me suis demandé des fois si voilà, ce que j'écoutais, ça m'a fait penser des fois, c'est les EP qu'il y avait dans les années 90-2000 où bah, tu as une chanson et 6 versions différentes, style radio edit, tout ça, et voilà. Mais j'ai trouvé, non, voilà, au moins ça a eu si tu as envie de reconnecter avec ton animal totem, écoute les deux premières. Emric? Ouais, c'est vrai que le premier titre écrase un peu l'album parce qu'il est vraiment particulièrement réussi et elle a eu raison de le mettre en ouverture d'album. Après, il y a une vraie redondance dans le côté, comme tu le disais, flûte de Pan, c'est-à-dire qu'elle réutilise un petit peu les mêmes. Flûte amérindienne, s'il te plaît. Oui, ou nord-américaine. Flûte amérindienne, certes. Amérindienne. Alors, mais par contre, c'est un disque très relaxant qui. C'est pas du tout, c'est pas méchamment quand je vais dire ça, et pourtant ça va le paraître, mais c'est un disque qui se met bien quand il y a des gens qui viennent prendre l'apéro chez toi, tu vois, ça fait un petit fond sonore qui passe bien. Je sais, ça fait méchant. Ou dans un ascenseur, peut-être. Bim. Bouclé. La balle, là, un peu. Voilà. Non, moi, je ne serais pas allé jusqu'à la musique d'ascenseur, pour moi, honnêtement. Tu vois, le renouveau folk des années 2000, moi, je trouve qu'il y a Bon Iver, par exemple, qui a vraiment marqué son empreinte, en tout cas aux États-Unis, qui a marqué son empreinte d'un renouveau folk. Et ça, je trouve que c'est très agréable à écouter. Il y a quelques bons morceaux, notamment, encore une fois, le premier morceau. Après, pour moi, ça ne fait pas date par rapport à mon ressenti, à ce que j'aime en musique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va il n'y a pas de supplément d'âme. C'est-à-dire que même si je suis sûr que pour toi, à l'écoute, il y en a énormément parce que c'est un disque qui te parle. Moi, personnellement, c'est un disque que j'ai trouvé très agréable à écouter. J'ai rien de mauvais à lui dire, si ce n'est que j'y retournerai pas forcément. Tu vois, j'ai ajouté 2 morceaux dans une playlist que j'ai qui s'appelle De tout. Et comme ça, non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est des morceaux que quand je vais retomber dessus, je serai très content de retomber dessus. Mais je retournerai pas vers l'album. Moi, tu me l'avais vendu, Élise, comme un album découvert par Jack White. Ah non, c'est pas lui. Ouais, toi, pour te vendre un truc, il faut dire Jack White. Ah merde, moi j'ai cru. Donc, mais non, c'est le prochain que je vais présenter. Ah, autant pour moi. Et ben, tu vois, je me suis dit, c'est Jack White qui a découvert ça et tout. Très bien. Et en fait, déjà, tu as piqué ma curiosité, hein, forcément, le fanboy que je suis. Je suis. Et effectivement, ça m'a rappelé des trucs en lien avec l'écurie de Third Man Records de Jack White, notamment un groupe qui s'appelle First Aid Kits. Je ne sais pas si ça te parle. Oui. Deux nanas qui font de la néo-folk aussi. Et qui ont vachement ce travail sur les harmonies vocales, des tierces, des quintes qui vont se croiser avec des voix très haut perchées et tout. Et je trouve qu'on retrouve ça un petit peu chez Marie Sue. Et moi, ça me plaît beaucoup. Il se trouve que il n'y a pas de lien immédiat avec Jack White, mais non, du coup, non, mais la comparaison est tout de même valable.
Je suis sûre qu'il aime bien, Jack. Mais oui, bien sûr. T'inquiète pas. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, je rejoins un peu Emmerich, pas sur le manque d'âme, parce que j'en trouve beaucoup au fil de cet album. Peut-être sur un truc un peu trop sucré dans l'ensemble. Enfin, ça manque de noirceur par moment. Peut-être je me suis pas attaché suffisamment au texte et peut-être qu'il y a des histoires un peu plus noires, mais en écoutant l'album d'une traite, j'ai cet effet un petit peu d'écœurement à la fin, tu vois, de trop de bonbons. Mais en revanche, oui, j'ai noté un peu les mêmes morceaux que vous, les gars, et aussi le morceau qui vient finir l'album qui s'appelle Flowers and Blood, que pareil, j'ai mis dans ma playlist qui ne s'appelle pas De tout, qui, qui ira très bien avec le reste, il n'y a pas de souci. Donc non, très, très plaisant, très, très beau travail sur les harmonies des voix, et effectivement, il faut être sensible à ce délire néo-folk, mais c'est très, très sympathique. Tu as de la chance de ne pas être Cool. sur certains de la bande qui sont complètement allergiques aux flûtes et Ouais, je vois de qui tu parles. on balancera pas de nom, mais si Pierre avait été là, si Denis avait été là, ils auraient saigné. Non, moi, vraiment très agréable, et effectivement, travailler ce lien comme ça à ses racines, à son identité par la musique, c'est toujours un travail qui est chouette, ne serait-ce parce qu'on ressent vraiment la fusion des cultures, le mélange un petit peu, on ressent l'identité de la chanteuse dans sa musique. Et pour moi, c'est déjà, sans être révolutionnaire, c'est déjà un pari gagné. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était son vrai nom, parce que c'était osé de s'appeler Sioux quand tu fais de la musique à l'Afrique amérindienne. Et ouais. Non, je crois pas que ce soit son vrai nom, hein, pour le coup. J'ai pas vérifié parce que moi je lui fais confiance, mais je suis partie dans son univers en fait plus que pour m'attacher à sa personne, donc c'est vrai que j'ai pas cherché plus que ça. Eh ben, très bien. On va passer à Julien parce qu'il faut que tu nous parles de ton gainage à nouveau. Non, je vais vous parler peut-être un peu plus que de gainage. Je vais vous parler aujourd'hui dans ma thématique sur l'Asie, aussi un petit peu comme Élise, d'une chose qui nous manque un petit peu à tous, l'espace. Et du coup, moi, je vais plus vous parler de l'espace avec un grand E, comme ça. Exactement, Omi. Avec le premier film du studio Gainax, Les ailes données à miser, sorti au Japon en 87. Donc le Japon et l'espace, c'est un vaste sujet, pas tant par sa réalité, parce que en fait le Japon possède un programme spatial, mais il a démarré après 69, une fois que les Américains sont déjà arrivés sur la Lune avec Apollo 11, donc ils sont arrivés un peu après la course. Mais du coup, ils sont quand même assez attachés, plus pour la toile de fond que ça amène et tout ce que ça va pouvoir développer dans l'imaginaire, la conquête et les luttes que ça va générer avec des séries comme Cobra, Albator, Gundam, Macross, Gunbuster, et là où notre film du jour arrive, Les ailes données à miser. Son réalisateur, Hiroyuki Yamaga, s'est fait remarquer à peine 20 ans dans le milieu de l'animation grâce à des génériques d'ouverture pour les séries d'Icon 3 et d'Icon 4 que je vous ai envoyé. Donc, si jamais vous avez eu l'occasion de voir… on a regardé voilà. de l'autre côté. Et il réalisait que les génériques de la série. Ouais, il avait 20 ans à l'époque, hein, donc voilà, c'était son premier job. Et du coup, il va s'entourer de 4 collègues issus du monde de l'animation des séries. Et à 24 ans, et avec pour ainsi dire quasiment pas d'expérience, il va se voir confier le premier film du studio, Les ailes données à miser. Donc en quelques mots, l'histoire nous amène dans un monde proche d'une autre, où 2 nations voisines, le royaume donné à miser et la République, qui sont en plein essor technologique et qui sont aussi qui ont des relations diplomatiques tendues. On va suivre Shirotsu, un jeune homme qui aspirait à être pilote de chasse et qui a dérivé vers le pilote spatial insipide de son pays. En effet, je dis dérivé parce que le royaume donné à miser semble être le seul endroit du monde où les astronautes doivent s'écouter Rockstar de Nickelback en boucle pour se redonner de l'espoir. On comprend qu'ils sont une sous-branche de l'armée, tant par le comportement des autres corps envers eux que par leurs uniformes qui sont un peu kitschou. Bref, notre soldat va rencontrer Rikini, qui est une jeune fille mère, qui tente de répandre la bonne parole dans la rue. Et à partir de ce point, on a nos 2 protagonistes. D'un côté, un homme qui est désabusé et cynique, et de l'autre côté, une femme idéaliste et pieuse,
qu'on va voir évoluer avec pour trame de fond le projet de faire partir la première fusée dans l'espace de cette histoire parallèle. Donc, je ne vais pas vous raconter plus le film, je vais plus vous expliquer pourquoi je souhaitais vous en parler. À chaque visionnage de ce film, le premier constat reste le même. Le film est beau. L'impression visuelle est assez exceptionnelle. On a des couleurs qui sont judicieusement choisies. Graphiquement, ça transpire le détail. Le souci de la précision, on voit qu'on en est rendu à quasi de la photographie, en fait. Et comme c'est un monde qui est différent du nôtre, les objets ordinaires vus à travers un autre prisme renforcent notre idée d'essayer de se rattacher cette histoire à la nôtre. Ensuite, pourquoi j'ai aimé ce film, c'est parce que c'est ni une utopie ni une dystopie, mais on tente juste de ramener une histoire fantastique dans le réel de l'animation. À l'époque, en fait, l'animation était principalement composée de héros, de jolies jeunes filles aux yeux beaucoup trop grands et des antagonistes aux mille et une ruses pour que tu les haïsses un max. Et en fait, ce film a juste essayé de reconnecter le public d'une manière plus fondamentale et personnelle et ainsi briser l'ourourboros de kawaii-tude auto-alimentée, quoi. Et du coup, ce film a essayé l'impensable et il a essayé de proposer un contenu réaliste avec des persos qui ne sont pas des clichés, une trame tangible, le tout avec un message qui n'est pas vraiment un truc transgénérationnel façon Miyazaki. En gros, le premier film d'animation qui raconte une histoire réaliste au cinéma. Et enfin, dans mon intro, je vous disais que ce film, c'était un noble échec. Et pourquoi ce film se traîne cette réputation ? Parce qu'en fait, ce film et sa promotion ont bénéficié d'un budget de 800 millions de yens. Donc, c'est un budget colossal. Pour l'époque, on est en 87. Ça fait à peu près 80 millions de dollars. Et si on le ramène aujourd'hui, ça fait dans les 130 ou 140 millions. Le film plus la campagne de publicité, c'était un truc démentiel pour l'époque. Ils avaient le film, il a changé 3 fois de titre 3 mois avant sa sortie. Le mot « les ailes » du film a été rajouté dans le titre juste pour faire plaisir à un des sponsors qui était une compagnie aérienne. Il y a un court segment du film qui a été rajouté juste pour faire un trailer à la Nausicaa, qui était le film qui était sorti juste avant. Et il y a une grosse première qui est organisée à Hollywood avec le gratin local, dont Michael Biehn, le Kyle Reese de Terminator 1, Sid Mead, qui est aussi le concepteur de véhicules futuristes dans Star Trek, Blade Runner, Alien ou encore Tron pour l'époque. Bref, il y a vraiment eu un paquet qui a été mis sur la com. Et le film rapporta 347 millions de yens au box-office japonais. Donc, même si vous n'êtes pas très fort en taux de change, 800 moins 347, il manque encore des sous. Ouais. Donc, heureusement, le film avait été initialement pensé pour le marché vidéo et c'est ça qui sauvera le film et le studio. Et le studio avait été d'ailleurs initialement créé pour ce film et il accouchera en 95 de la série Evangelion. Donc, heureusement qu'il a survécu. Et enfin, dernier point, pourquoi j'aime ce film ? C'est par rapport à l'impact qu'il a eu sur son industrie. Ce film a prouvé qu'avec une histoire pour un public averti et mieux gérée, on pouvait même faire mieux que rentrer dans ses frais, on pouvait faire de l'argent. Et ce fut le cas pour d'autres productions de Bandai qui vous parleront de tête, comme Akira, Ghost in the Shell ou Jinro. En gros, voilà pourquoi j'aime ce film. Très bien. Merci Julien. Des bonnes raisons. Je me lance du coup, puisque histoire de si on peut peut-être écouter un extrait musical. Qui dit les extraits musicaux, putain. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on écoute, Julien ? Écoute, pour la première fois, en fait, je me dis à situation originale, enfin situation exceptionnelle, je pense qu'on peut peut-être se permettre un morceau qui ne sort pas de l'album. Mm-hmm. Je vais juste vous dire 2 mots sur l'album quand même, enfin sur la BO, c'est Ryuichi Sakamoto qui l'a composé. Alors même si le nom ne vous parle pas spécialement, de prime abord, quand tu connais un peu le ciné, oui. Le gars, il a fait les BO de Furio, Dernier Empereur, Talon Aiguille, Femme Fatale, Snake Eyes et dernièrement, il a fait la BO de The Revenant. Et le type, il pèse vraiment au niveau mondial. Il sait créer des ambiances sonores, mais pour ce film, ces morceaux... C'est une pointure de la musique minimaliste d'une manière générale. C'est ça, et vraiment, il pose. Et pour ce film, je trouve que les ambiances, elles développent vraiment plus leur dimension quand on a les images sous les yeux. Donc, c'est pour ça que, comme je vous disais, à période un peu spéciale, en fait, je ne vais pas vous proposer de musique du film, je vais plutôt vous proposer d'aller boire du champagne dans les étoiles avec les frères Gallagher. Allez, c'est parti.
On écoute quoi donc? On écoute Oasis. On écoute Champagne Supernova. Très bien. À tout de suite. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday
Champagne Supernova, c'était Oasis, donc pour parler de ce film, Les ailes putain, j'y arrive pas. Les ailes données à miser. d'Onéamisé, merci beaucoup, Voilà. de Hiroshi Yamaga. Voilà, alors, donc je me lance, je disais, pour changer un petit peu. Moi, alors, on va partir sur le positif. Tu l'as dit, les images sont incroyables, le dessin est d'une richesse époustouflante. Il y a un travail au niveau des décors qui est absolument dingue. Maintenant, bon, l'animation, c'est difficilement. Enfin, on juge un peu, mais il y a eu une question de moyens, il y a eu le nombre de dessins, la production et tout, et puis c'est 1987, donc parfois l'animation n'est pas hyper fluide, mais pour l'époque, ça reste un super travail qui a été fait. Mais par contre, au niveau du scénario, il m'a un peu perdu. Alors, tous les éléments que tu as donnés sont extrêmement intéressants et ça éclaire vachement sur le film. Sans les avoir, moi, je me suis perdu un peu dans un méandre où je ne comprenais pas le sens de ce film, en fait, où ça va. Pourquoi on nous fait un film de science-fiction en 87 qui parle d'un truc qui s'est déjà passé tu vois, déjà, ça pose la question. Ensuite, qui s'est déjà passé, qui parle de conquête spatiale. Ensuite, pourquoi, selon la logique du film, faire partie d'un programme spatial, c'est la porte de sortie de ceux qui ne réussissent pas dans l'armée. Pour moi, c'est déjà un peu incohérent. Pourquoi le mec rêve d'être dans l'armée et puis il a des scrupules sur la question de participer à un programme qui va servir finalement à des fins militaires. Tu vois, il y a tout un tas de choses qui, moi, me semblent totalement incohérentes. Par rapport à ce que tu dis, en fait, le film, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été fait par des mecs qui bossaient dans l'animation de série. En fait, le film, il a été pensé, alors évidemment, de prime abord, quand tu sais pas, c'est vrai que ça peut être un peu… Ça perturbe. Ça peut être décontenançant sur la continuité ou l'évolution du film. Mais en fait, si tu le reprends en 4 blocs de 30 minutes, qui ont été découpés en fait quasiment en 4 blocs, et tu comprends… Enfin, le film a plus de linéarité. C'est pour ça qu'en fait, si tu regardes, potentiellement, tu as quasi 3 pseudo-cliffhangers dans le film. Ou alors, tu vois que tu as vraiment clairement 3 blocs, en fait. 3 fins de blocs. Et à la fin, tu as la séquence finale qui, voilà, bon, t'en prends plein les yeux. Mais par rapport à ton histoire aussi, justement, c'est que le film, c'est ni une dystopie, ni… Ouais, c'est ce que tu expliquais. Et c'est ça. Effectivement, ça m'éclaire là-dessus. Et je peux comprendre cette démarche. Mais après, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. Moi, ça me… Moi, après, pour dire… Il y a tout un travail qui est fait pour nous transporter dans un univers science-fictionnel, donc dans une république qui n'est pas le Japon, un temps qui n'est pas 1987. Mais c'est artificiel, ça ne tient pas trop. Si c'est juste parce qu'ils ont des cuillères triangulaires et des pièces de monnaie en forme de cartouches de balles de fusil. Tu vois, il y a un moment où c'est suresthétisant presque et ça manque de fond, à mon sens. Et ça se retrouve aussi dans les techniques. Comment dire? C'est un film qui est bavard. C'est un film qui parle beaucoup et qui donne pas beaucoup à montrer, si ce n'est que c'est très beau, mais tu vois, qui n'utilise pas le langage du cadre ou qui n'utilise pas le rythme du montage pour dire les choses. Et il y a vraiment des scènes qui tombent à plat. Notamment, il y a 2 scènes de course-poursuite dans le film. Elles sont chiantes. Elles ne marchent… non, mais vraiment, elles ne fonctionnent pas. Et en plus, c'est là que je voulais te parler de la musique. C'est que… Il n'y a pas d'intensité, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'intensité. Elle manque d'intensité. C'est vrai qu'un montage, un bon montage aura bien… Enfin, un montage de cinéma, en gros, quoi. C'est vrai que ça aurait C'est pas un film de cinéma. Voilà, c'est ça mon problème. Et c'est là que je m'énerve un petit peu tout seul en regardant le truc. C'est que c'est pas un objet, de cinéma. Ils utilisent les mêmes musiques sur une scène de course-poursuite et sur une scène de drama amoureux. Et dans les 2 cas, elle ne fonctionne pas, la musique, de toute façon. Donc, alors, je ne sais pas, il y a des logiques économiques derrière que j'ai pas tous les… J'ai pas tous les… T'as pas tous les tenants, quoi. Voilà. Mais ça me laisse un goût amer. Sur ta fin. Voilà. Mais par contre, la place qu'il occupe dans l'histoire de l'animation japonaise, c'est pas à remettre en question. Et effectivement, si ça a ouvert la voie à des Akira, trop bien, quoi, mortel. Et effectivement, il mérite d'être connu.
On va demander l'avis des autres qui attendent. Ouais, c'est marrant parce que Emmerich. je suis pas un gros aficionado des animés et en fait j'ai plutôt bien aimé j'ai plutôt bien aimé ce film justement pour les raisons que tu cites, comme quoi toi tu n'as pas aimé. C'est-à-dire que moi j'ai bien aimé ce côté où en fait on te replante un décor, et assez facilement, on te fait comprendre ce qui a existé, ce qui n'a pas existé. Il y a des nouvelles religions, il y a une conquête spatiale qui n'a pas eu lieu, il y a ce rapport de hiérarchie dans l'armée. Tout ce côté-là, moi, j'ai trouvé ça super bien parce que c'est vachement fluide, tu le comprends très, très vite. C'est bien amené, et du coup, ça renvoie ça plante un décor qui est intéressant pour la suite. Après, il y a des choses qui sont vachement osées, je trouve, ne serait-ce qu'une scène de viol. Ouais. Alors, cette scène un petit peu une tentative de... Tu dis, ouais, quoi, qu'est-ce qui se passe dans un film d'animé? Tu t'attends pas du tout à ça. Donc, il y a des choses osées, il y a des choses qui fonctionnent bien. Et après, c'est vrai qu'au niveau du scénario, bon, bah, il y a pas mal de choses qui tombent à plat. Et c'est là où je te rejoins, Loïc. Il y a ça m'a plu, visuellement, ça m'a plu. Mais au final, je me suis dit... c'est pas c'est un peu creux à certains moments, quoi. C'est un bel objet mais qui te laisse voilà, c'est une belle coquille et en fait à l'intérieur il n'y a pas grand chose, quoi. Mais en tout cas ça mérite le détour, et puis c'est vrai qu'il faut quand même le replacer dans son contexte parce que c'est à la naissance de beaucoup de choses. Et puis ce que tu as envoyé tout à l'heure, comme quoi le mec il faisait des génériques, en fait, c'est hallucinant parce que ces génériques, c'est des courts-métrages, quoi. Ouais. T'as un début, t'as une histoire, t'as une fin, c'est trop bien fait. Le truc, c'est, je l'ai montré à ma femme parce que t'as le deuxième, le Daikon 4, t'as une musique qui est vraiment 80s à fond, et Twilight, je sais pas quoi, et dans ce film, elle me disait, mais il y en a trop, il y a tout. Et moi, je lui dis, non, c'est pas qu'il y a tout, c'est qu'il y en a trop, en fait. C'est le truc qui part dans tous les sens. C'est une carte de visite sur ce qu'il pouvait faire à l'époque, le mec. Et tu te dis, mais waouh, enfin, c'est fou ce qu'il a pu caser en l'espace de 3 minutes. Et la vidéo, si vous l'avez jusqu'au bout, en fait, tu as tout l'aspect technique, en fait, où ils te font un montage de comment il a fait, quoi. Mais le film souffre un peu du même problème, c'est-à-dire... Ouais, il est trop long, le film. Il est trop long et il veut à la fois être un drama, un film historique, un film de guerre, un film futuriste. Et puis un film un peu métaphysique aussi, quoi, parce qu'il y a toute la partie religieuse où lui, il se raccroche à cette religion. Ouais. Moi, ça m'a saoulé aussi, ça, la bondieuserie derrière. Il y a des scènes où on a une espèce d'apocalypse avec du feu qui est crayonné, où on sent que c'est les préceptes de la nana qui est croyante qui rentrent un petit peu dans la mentalité du personnage principal et qui commence à se poser des questions sur le bien fondé de ce qu'il fait. C'est un peu lourdingue, et pour justifier son changement de caractère, son changement de personnage dans le film, je trouve ça un peu grossier. Mais encore, ça aurait été que ça. Non, mais après, voilà, moi, j'avoue que, moi, j'ai dû le voir 3 fois ce film. Donc, j'ai vu il y a longtemps en VHS, tu vois, en français, je l'ai vu en anglais, et après, je l'ai vu en japonais. D'ailleurs, tiens, fait intéressant, c'est Byron Carston qui double, je ne sais plus qui dans le film, mais il double un des second rôles. C'est le mec de Breaking Bad. Il a une carrière dans le doublage. Il a beaucoup travaillé avec Seth MacFarlane pour Family Guy et toutes ces autres. Et à la base, il y a ce film-là, en fait. Mais après, c'est vrai que le film accuse quand même. Moi, j'ai trouvé. La seule reproche que je peux faire au niveau de la longueur, c'est la partie qui est intéressante visuellement parlant. C'est tout le début et toute la fin, en fait, où tu as une succession de peintures aquarelles qui sont présentées. Visuellement, c'est sympa, mais je trouve que ça apporte rien au propos. Peut-être une partie sur la fin où tu vois, bon, on essaie de t'expliquer une partie de l'histoire et de toute cette histoire parallèle, mais je trouvais que c'était trop étiré, tu vois. Là, pour le coup, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a la longueur, ils auraient pu couper bien facilement 15 minutes du film. Élise est bien silencieuse. Non, en fait, ça me rassure un peu de vous entendre, d'entendre votre avis, parce que j'étais restée un peu con l'autre jour quand je l'ai regardé.
J'ai eu beaucoup de mal à. En fait, j'ai pas arrêté de m'accrocher au film, décrocher, accrocher, décrocher, et j'arrivais pas à. Alors, je savais pas si ça venait de l'ambiance actuelle dans laquelle on vit, ou si c'était juste le film qui n'arrivait pas à me tenir en haleine suffisamment longtemps. Et bah, de vous entendre en parler, du coup, je me dis que c'était plutôt le film qui avait un problème, plus que moi. Donc, ça me C'est rassure. rassurant. C'est bon, c'est pour toi. Voilà, j'ai pas besoin d'aller voir un psy à la sortie. Mais ouais, c'est ça, c'était un peu frustrant du coup, parce qu'il y avait des moments où j'étais un peu à fond et puis d'un coup, je comprenais plus de quoi on parlait, enfin, j'étais complètement larguée. Et voilà, ça m'a laissé un peu sur le bord de la route aussi, pas mal de fois, donc c'était un peu dommage, j'ai trouvé. Donc je vais pas rajouter d'autres choses par rapport à l'animation, parce que je l'ai déjà dit, c'est assez chouette, etc. Mais ouais, j'étais un peu pas déçue parce que ça faisait longtemps que j'ai pas vu un manga, donc ça me fait plaisir d'en revoir un. Mais ouais, ça m'a laissé un peu sur le bord de la route. On a l'impression qu'on est un peu tous égaux par rapport à la découverte en 2020 de ce film sans éclairage historique particulier. C'est que c'est un très bel objet qui manque un peu de consistance, quoi. Ouais. C'est trop Ah, oui, c'est clairement. Enfin, pour le coup, ouais, quand t'as pas. Je vais rien ajouter de plus, t'as tout dit. Voilà. Mais du coup, effectivement, à découvrir pour la place qu'il occupe historiquement, quoi. Et alors, je sais pas, peut-être qu'on ne représente pas la vie générale. C'est peut-être le moment de vous rappeler que si vous avez vu le film, vous pouvez nous partager votre avis aussi en commentaire. Mais ouais, étrange objet quand même. Et donc, il a sa place à Plus étrange que le paradis. Parfaitement. Bah, écoutez, les les filles, pardon. Merci. C'était des belles découvertes malgré tout qu'on a fait ensemble. J'espère que la prochaine fois, on en discutera autour d'une bière qu'on pourra trinquer. Et puis, je vous remercie. Je vous dis merci beaucoup d'avoir Très participé. bientôt. Un format bien original, content de l'avoir partagé avec vous, quoi. Ouais, c'est cool. Merci Exactement. beaucoup. Et puis, on se retrouve très bientôt en vrai ou en pixel. Bisous. Bisous. Merci. Ciao à tous. Retrouvez une nouvelle émission tous les 15 jours sur mixcloud.com/plus étrange que le paradis.